ce public d'habitués, que sait-il donc qui le distingue des gens réagissant simplement en individus pleinement socialisés? Il peut connaître par exemple l'histoire des tentatives analogues déjà faites dans ce genre ou cette discipline, les caractéristiques des différents styles et périodes, les arguments avancés sur les grandes questions soulevées par l'histoire, l'évolution et la pratique de cet art. Il peut avoir connaissance de diverses versions de la même œuvre, être en mesure de ressentir et de comprendre ce qu'apporte le traitement de matériaux habituels dans le vocabulaire de la discipline. À quoi s'ajoutent sans doute des informations anecdotiques, potins et commérages du monde de l'art, anciens et récents, et des renseignements sur la personnalité des participants à ce monde, indépendamment de ce qu'en révèle leurs œuvres. S'agissant de cet élément-là, on peut se demander s'ils sont utiles pour comprendre les œuvres. C'est un vieux débat qui n'est toujours pas clos. Les connaissances que le public initié possède sur un art vont souvent à l'encontre de ce que savent les profanes, par suite de certaines transformations novatrices. Bon nombre d'arts ont une longue tradition formaliste, où les éléments utilisés subissent une stylisation qui les éloigne de ce que les gens font ou produisent dans la vie réelle. Pour innover, il est fréquent que des artistes essaient précisément d'échapper à ce formalisme qu'ils considèrent comme stérile et hermétique, en s'inspirant des comportements et des objets de la vie quotidienne. Des chorégraphes tels que Paul Taylor et Brenda Way utilisent la course, le saut et la chute à la place des figures plus stylisées du ballet classique, voire de la danse moderne traditionnelle. Les photographes Robert Frank, Lee Friedlander et Gary Winogrand empruntent à la photo d'amateur ces compositions qui dissimulent les visages, ces cadrages en biais et ces sujets banals pour rompre avec le formalisme de la photographie d'art conventionnelle. Les compositeurs Terry Riley et Phil Glass utilisent les formules répétitives simples des mélodies enfantines au lieu de développement harmonique, complexe de la musique savante plus traditionnelle. Or, les formes traditionnelles que les innovateurs remplacent par autre chose sont précisément celles qui, aux yeux d'un public moins averti, distinguent l'art de tout le reste. Ce public-là ne va pas à un spectacle de danse pour voir des gens courir, sauter ou tomber. Cela, il peut le voir partout ailleurs. Il y va pour voir des hommes et des femmes exécuter des mouvements difficiles et savamment codifiés qui font la vraie danse. La faculté d'envisager l'ordinaire comme un matériau artistique, de percevoir dans la course les sauts et les chutes par-delà leur réalité immédiate, des composantes d'un langage différent, et donc l'apanage d'un public initié. Tout autre individu normalement socialisé connaît assurément les éléments en question, mais pas dans leur dimension artistique. Cependant, les connaissances du public initié n'englobent pas la totalité du savoir des professionnels du monde de l'art. Il n'en sait pas plus que nécessaire pour jouer son rôle dans l'activité coopérative, c'est-à-dire pour comprendre, apprécier et soutenir les activités de ceux qui ont qualité d'artistes dans le monde considéré. La diffusion du savoir conventionnel évolue, ce que tout le monde sait à une époque pour cesser de faire partie de la culture générale de tout individu pleinement socialisé, pour n'être plus connu que des acteurs les plus exercés et les plus sérieux d'un monde de l'art. Baxandal, 1985, rappelle ainsi que les épisodes de l'histoire sainte dont se nourrissent la peinture italienne de la Renaissance étaient parfaitement connus du citoyen ordinaire élevé dans la foi chrétienne. Les peintres pouvaient être sûrs que le public reconnaîtrait à quelques indices conventionnels le moment exact de l'annonciation représentée dans un tableau et apprécierait l'œuvre en conséquence. Aujourd'hui, cette connaissance de l'histoire sainte n'appartient plus qu'à ceux qui s'intéressent de près à la peinture ancienne. Bakhtin, 1970, fait observer que peu de contemporains sont à même de lire Rabelais, car il peut choquer ou lasser les lecteurs privés de ce contact avec la culture populaire qui les rendrait sensibles à l'humour et partant au message politique de ses œuvres. Inversement, une expérience réservée à un petit cénacle d'innovateurs et de fanatiques, comme la faculté d'apprécier la musique atonale, peut avec le temps se répandre dans des cercles plus larges. Un autre groupe coïncide partiellement avec le public initié, les étudiants en art. Les professions dotées de systèmes de formation plus ou moins rigoureux peuvent perdre une partie de leurs effectifs d'étudiants en cours de scolarité, puis une autre à l'entrée dans la vie active. Tous les diplômés de la faculté de médecine n'exercent pas.
Aux États-Unis, une proportion considérable d'étudiants en droit ne font pas une carrière juridique. La proportion de ceux qui exercent effectivement le métier auquel ils se sont formés varie sensiblement selon les branches d'activité et selon les pays. De nos jours, un nombre impressionnant d'Américains font des études artistiques, plus ou moins poussées. Ils suivent des programmes universitaires, se forment à des disciplines ardues. Ils consacrent beaucoup de temps et d'efforts en s'imposant souvent de gros sacrifices à eux-mêmes, mais aussi à leur famille, voire à leurs amis. Au bout du compte, très peu deviennent des artistes professionnels. Aucun art ne dispose d'assez de ressources pour offrir un soutien économique ou s'intéresser de près à tous les élèves, ou même à la majorité d'entre eux dans le cadre des mondes de l'art auxquels ils se destinent. Cette précision est importante. Si les arts étaient organisés différemment, moins professionnalisés, moins axés sur le végétarien, moins centralisés, ces moyens existeraient sans doute. Les difficultés surgissent dès lors que des milliers d'élèves espèrent avoir les honneurs de Broadway, devenir danseurs étoiles dans une compagnie prestigieuse ou obtenir le prix Nobel de littérature. Les arts pourraient être organisés et l'ont été quelquefois de manière à décourager ce genre d'ambition. Malgré tout, beaucoup se préparent à des carrières artistiques. La plupart commencent une formation et l'abandonnent en cours de route, pas forcément parce que ces carrières ne les attirent plus, mais parce qu'ils pensent qu'une formation scolaire n'est pas nécessaire, ni même souhaitable pour la profession qu'ils envisagent. Ils ont peut-être raison. Theodore Hoffman, 1973, montre que peu d'acteurs célèbres sont issus des écoles d'art dramatique qui décernent chaque année des milliers de diplômes. Il note aussi que tous ces étudiants qui ont reçu un enseignement plus ou moins complet jouent un rôle important pour l'économie du monde de l'art, car ils apportent un soutien constant au théâtre professionnel new-yorkais, et plus particulièrement à son secteur d'avant-garde. 15% des billets de théâtre vendus à New York le sont à des étudiants en art dramatique, et ces derniers soutiennent volontiers le théâtre expérimental qui ne peut guère espérer attirer le grand public, moins préparé à accepter les conventions de la création contemporaine. Ceux qui ont reçu une formation sans continuer dans cette voie peuvent représenter une proportion considérable du public pour n'importe quel art. Le public de la danse, et singulièrement de la danse moderne, se compose pour une large part de danseurs, d'élèves et d'anciens élèves des cours de danse. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer le public de n'importe quel spectacle de danse. On trouverait difficilement parmi les habitués des théâtres et des salles de concert autant d'hommes et de femmes qui aient ce maintien élégant, ces mouvements souples et étudiés, et cette forme physique manifestement entretenue avec soin. De même, parmi les milliers d'étudiants qui s'inscrivent chaque année dans des cours de photographie, très peu deviennent des photographes professionnels qui vivent de cette activité. Très peu aussi deviennent des photographes d'art. Cette distinction s'impose parce que bon nombre de participants les plus notables au monde de la photographie d'art n'en vivent pas, ou alors ils tirent l'essentiel de leurs revenus de l'enseignement et de conférences et non de la vente de photographies. Mais ces étudiants achètent des livres de photographie, suivent des cours, participent à des ateliers et assistent à des conférences, faisant ainsi fonctionner les rouages économiques du monde de la photographie d'art. De plus, ils forment une grosse partie du public cultivé dont les photographes d'art peuvent attendre une véritable compréhension de leur travail. Les sondages effectués par Hans Eicke dans le public actuel des galeries d'art révèlent que les artistes et les étudiants en art représentent 40 à 60% du total, les étudiants comptant pour 10 à 15%. Eicke, 1976. Quelles conventions ces gens connaissent-ils? Quelles réactions ont-ils? Quel rôle peuvent-ils jouer de ce fait dans la coopération structurée qui constitue un monde de l'art? Outre ce que savent tous les profanes et les amateurs éclairés, cette fraction privilégiée du public connaît les difficultés techniques du métier et les obstacles non plus seulement professionnels qu'il faut surmonter dans l'utilisation des moyens et savoir-faire techniques pour toucher et séduire un public. Comme elles se sont trouvées de l'autre côté de la barrière qui sépare les créateurs et les exécutants des consommateurs d'art, toutes ces personnes peuvent appréhender l'œuvre en pleine connaissance du dessin poursuivi et saisir l'intérêt que peut présenter une tentative même avortée. C'est le public le plus compréhensif et le plus indulgent à qui l'on peut soumettre les expériences les plus audacieuses. Les trois groupes que nous avons distingués jusqu'ici participent tous au monde de l'art, d'abord en tant que consommateurs d'œuvres qui achètent des objets et des livres ou assistent au spectacle, et ensuite en tant qu'élèves ou étudiants. Ils apportent un soutien matériel par l'argent qu'ils dépensent et un appui par leur compréhension et leur sensibilité esthétique.
Le noyau formé par les étudiants et anciens étudiants fait office de détecteur pour les fractions moins avancées du public. Ses membres prennent plus de risques, se montrent plus disposés à apprendre les nouvelles conventions proposées par les innovateurs, assistent à un plus grand nombre d'échecs et de catastrophes, perdent plus de temps dans des expériences qui se révèlent sans intérêt. Ils apportent un soutien matériel et moral au plus large éventail de tentatives suscitées par le monde de l'art et par là encouragent l'expérimentation. Il facilite également l'accès de certaines fractions plutôt conservatrices du public à l'actualité de la création, en éliminant les échecs les plus patents qui, même à leurs yeux, ne recèlent rien de positif. Ils garantissent en somme aux autres que ce qui a passé le cap de ce tri préalable mérite l'attention. Cette garantie, c'est exactement ce que les autres veulent. De la sorte, les participants moins engagés ne découvrent que quelques innovations et quelques conventions nouvelles, soigneusement sélectionnées, cautionnées et méritant l'effort à faire pour les apprécier. Nous ne savons pas très bien comment les évaluations critiques de l'art se propagent dans les divers segments du public. Elihu Katz et Paul Lazarsfeld, de 1955, ont élaboré un modèle général de l'influence comme phénomène à deux temps, en se fondant sur leurs études de la diffusion des messages des masses médias. Certaines personnes influentes accordent plus d'attention aux médias et se forment une opinion plus assurée. C'est par leur truchement que d'autres membres de la collectivité reçoivent l'information de ces médias et tout ce qui s'y rapporte. Le même schéma s'applique aux médecins qui apprennent à prescrire un nouveau médicament. Quelques praticiens influents dans la communauté médicale expérimentent le médicament. Si tout se passe bien et s'ils jugent le produit efficace, d'autres médecins influencés par eux commencent à le prescrire. Coleman, Katz et Menzel, 1966. Il nous faudrait des études montrant comment, dans tel ou tel monde de l'art, se propagent les jugements sur des styles, des genres, des innovations, des œuvres et des artistes particuliers. Quel est le premier à se former une opinion? Qui écoute et suit une opinion? Pourquoi l'avis du premier est-il respecté? Concrètement, comment ceux qui ont découvert une nouveauté digne d'intérêt le font-ils savoir aux autres? Pourquoi les croit-on? Un système de conventions totalement différent sous-tend les activités coopératives des créateurs et de leur personnel de renfort. Bon nombre des conventions de production qui permettent la coopération correspondent à des formes simples de normalisation, illustrant l'analyse de la notion philosophique de convention proposée par David K. Lewis, 1969. Lewis utilise un vocabulaire technique qui ne s'impose pas ici, et je conseillerais au lecteur intéressé de se reporter à son ouvrage. Pour résumer, Lewis cherche à comprendre comment des gens parviennent à coordonner leurs activités, comment dans des situations où tous les acteurs poursuivent un objectif commun, mais ont le choix entre plusieurs moyens de l'atteindre, ils arrivent à opter pour la même solution et à obtenir le résultat escompté sans trop disperser leurs efforts. La conduite la plus évidente pour les personnes concernées serait d'examiner la question ensemble et de se mettre d'accord sur la marche à suivre. C'est ce que nous faisons souvent, mais plus souvent encore, nous estimons que c'est inutile parce qu'il y a, disons-nous, il n'y a aucun doute sur ce qu'il faut faire, ou cela tombe sous le sens, et autre réflexion à l'avenant. Nous nous apercevons que nous pouvons parvenir à la coordination voulue sans nous consulter. Comment cela? En rapportant à la solution déjà adoptée dans des circonstances analogues, solution que chaque participant connaît et sait connue de tous, étant donné le désir commun de coordination de l'activité. Le plus simple et par conséquent le plus probable, c'est que chacun applique la méthode que tous les autres connaissent déjà. C'est la solution la plus simple parce que chacun sait que les autres la connaissent, et ainsi de suite selon un enchaînement de supputations aussi long, mais en fait jamais vraiment très long, que nécessaire pour que chacun soit bien convaincu d'avoir pris le parti qui convenait. Si les personnes concernées font toute la chose la plus probable, elles obtiennent le résultat voulu et augmentent du même coup la probabilité que la même solution soit adoptée à la prochaine occasion, ce qui augmentera encore la probabilité d'une chose unanime de cette solution à venir, et ainsi de suite. Lewis appelle convention le moyen que tout le monde a adopté pour résoudre le problème de coordination. Ce concept recouvre parfaitement les procédés normalisés qui caractérisent tous les arts. Parmi les choses que les artistes et le personnel de renfort accomplissent en coordonnant leurs activités, beaucoup sont choisis dans un éventail de possibilités
dont chacune serait valable pourvu que tout le monde l'utilise. En bonne logique, il n'y a pas de raison d'accorder les instruments de musique sur le La du diapason fixé à 440 périodes par seconde. Il n'y a pas de raison non plus d'appeler cette note La, ni de la transcrire sur une portée à 5 lignes au lieu de 4 ou 6 par exemple. Mais tout le monde fait ainsi, car chaque participant est assuré en agissant de la sorte de pouvoir coordonner son activité avec celle des autres sans risque de malentendu. Au fond, c'est une raison suffisante. Certaines des conventions qui permettent de coordonner les activités des artistes et du personnel de renfort procèdent de ce simple type de normalisation. Quand une convention donnée semble aller de soi, quand presque toutes les personnes concernées s'y tiennent à peu près en permanence, les schèmes dont procède la convention peuvent être incorporés dans des équipements permanents. L'existence de ces équipements, onéreux, cela va sans dire, accroît encore la probabilité que les méthodes conventionnelles se perpétueront, car la moindre modification pourrait coûter très cher. Lorsque les conventions sont normalisées de la sorte et incorporées dans des usages et un matériel adopté une fois pour toutes, quiconque a une certaine pratique de l'art en question est censé connaître ce strict minimum. Il permet les automatismes sur lesquels s'appuie la production des œuvres d'art, même chez les gens les plus soucieux de se dégager des procédés conventionnels. Ainsi, la danse moderne, qui vise pourtant à se différencier du ballet conventionnel, part du principe que les recrues auront reçu une formation classique et acquis la musculature, les habitudes et les conceptions qui sont les corollaires de cette formation. Même quand on veut se dégager des conventions, il est préférable d'employer un langage conventionnel pour expliquer ce qu'on veut faire, car c'est celui que tout le monde connaît.